Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Presque 3 ans, jour pour jour, après la mort de Samuel Paty, Dominique Bernard, un enseignant, a été à nouveau assassiné à Arras par un jeune ingouche radicalisé. Une nouvelle fois, la France est passée en alerte urgence attentat, le niveau le plus élevé du plan Vigipirate. Et ce même week-end, un homme était prêt à passer à l'acte, a été interpellé dans les Yvelines. Et cette dernière décennie, en France, a connu une explosion de vagues d'attentats terroristes, principalement islamistes. On se rappelle évidemment de l'attentat de Toulouse contre une école juive, de l'attentat contre Charlie Hebdo, de l'hypercachère, de la série d'attaques du 13 novembre 2015, mais aussi du double meurtre de Magnanville au sacrifice d'Arnaud Beltrame également, et à la promenade des Anglais. Alors qu'en pense notre gouvernement? Où en est-il? Comment compte-t-il agir contre ce fléau? On a l'impression d'entrer dans une fatalité. Le ministre de l'Intérieur s'exprimait sur TF1 après l'attentat au lycée Gambetta Carnot d'Arras. On l'écoute. Comment n'a-t-on pas pu empêcher cet acte terrible? Est-ce que ça veut dire que nous sommes impuissants face à ces radicalisés qui décident de passer à l'acte à un moment donné? Bien sûr qu'il faut être encore plus ferme, qu'il faut encore plus protéger les Français. Et moi, je n'ai pas la main qui tremble à la demande du président de la République. On a déjoué 43 attentats. Depuis samedi, depuis les massacres qu'il y a eu en Israël, nous avons interpellé 12 personnes près d'écoles, près de lieux de culte, et qui avaient parfois des armes qui allaient passer à l'acte. Encore aujourd'hui, vous avez vu à Limay, les policiers ont su interpeller une personne avec une arme avant peut-être qu'elle ne rentre dans un établissement. Et donc nous mettons sur écoute 6000 individus. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment où la protection policière est extrêmement forte et extrêmement ferme. Et malgré les vœux du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, comment vaincre le terrorisme djihadiste? Et c'est d'ailleurs le sujet du livre de Jacques Beau que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Vous êtes ancien colonel de l'armée suisse, analyste stratégique et spécialiste du renseignement et du terrorisme. Alors pour nous accompagner dans cet entretien, nous sommes aussi avec François Bousquet. Bonjour François. Bonjour messieurs. Vous êtes directeur de la revue Éléments et de la Nouvelle Librairie. Ensemble, nous allons réaliser cet entretien avec Jacques Beau. Alors, vous publiez en novembre dernier cet ouvrage intitulé Vaincre le terrorisme djihadiste, une analyse de cette problématique qui veut en expliquer les mécanismes, en extraire des stratégies d'action pour vaincre ce fléau. Et parce qu'il dure à peu près depuis 30 ans, on va dire, avant la première guerre d'Irak, 500 attentats faisaient 350 morts par an. Aujourd'hui, après d'interminables guerres contre le terrorisme, le nombre d'attentats a été multiplié par 30 et le nombre de victimes par 100. Partout où nos forces sont engagées dans le monde, qu'elles soient françaises ou américaines, le terrorisme se développe. Soit nous déchaînons des rivalités communautaires comme en Libye ou dans le Sahel, soit nous cherchons à renverser des gouvernants comme en Syrie ou en Irak, soit nous générons des mouvements de résistance comme au Sahel ou en Afghanistan. Et votre livre, Jacques Beau, se base sur des textes originaux des stratèges du terrorisme djihadiste, sur les analyses après action établies par l'État islamique lui-même après les attentats en France, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Et votre livre examine la problématique du terrorisme et du djihadisme afin d'en appliquer les mécanismes, d'en extraire des stratégies d'action et de vaincre ce fléau. Alors, sur le plan purement français, on écoutait le ministre de l'Intérieur tout à l'heure. Est-ce qu'il est totalement dépassé par l'enjeu? Alors j'ai un peu l'impression qu'en France, on voit le phénomène du terrorisme de manière extrêmement émotionnelle. Je l'ai analysé de manière assez clinique, si j'ose dire, à la manière dont on le ferait quand on le fait dans un service de renseignement, c'est-à-dire il faut revenir à qu'est-ce que le terrorisme, quelle forme prend le terrorisme, quelle forme au pluriel prend le terrorisme, parce que tous les terrorismes ne sont pas identiques, tous les terrorismes ne se traitent pas de la même manière, il y a des événements qui ressemblent à du terrorisme, mais qui ne sont pas du terrorisme, qui sont tout aussi horribles, mais qui ne sont pas du terrorisme. Et donc il faut reprendre un petit peu tous ces les événements, tous ces crimes, ces attentats, etc., les analyser et tirer des stratégies qui soient adaptées à chaque forme. Vous voyez, vous avez évoqué le cas de Samuel Paty, par exemple, que j'évoque dans mon livre aussi, que je ne considère qui est horrible, hein. Donc là on vient pas on va pas commencer à discuter là-dessus, c'est tout à fait clair. Mais techniquement parlant, ça ne correspond pas à du terrorisme. Ça correspond à un acte communautariste, violent, tout ce que vous voulez. Le terrorisme, et là ça c'est important aussi de le comprendre. Une sanction religieuse peut-être, le fait de décapiter quelqu'un qui aurait blasphémé. Oui, on peut trouver tout ça, bien sûr, mais
tout ça ne vient pas, n'est-ce pas, le terrorisme, c'est pas une doctrine, c'est une méthode. C'est une méthode. C'est pour appliquer une stratégie. Et cette méthode, si vous voulez, pour simplifier à l'extrême, le terrorisme, c'est, j'ai une revendication, j'ai un objectif à atteindre, et je viens vous frapper jusqu'à ce que vous acceptiez ma revendication. Donc c'est un processus. C'est pas un phénomène unique. L'affaire Samuel Paty, c'est un gars obnubilé par sa religion, ce que vous voulez, qui a décidé de punir, de se venger, on peut encore discuter sur les termes, et qui a appliqué cette méthode. Mais, si vous voulez, le phénomène s'est éteint avec le crime. Alors que dans le terrorisme, c'est un mécanisme récurrent qui vient s'ajouter. C'est pour ça qu'il est important de comprendre, parce que les outils pour combattre le terrorisme ne sont pas les mêmes que pour combattre, par exemple, le cas Samuel Paty. On doit utiliser des outils différents. Et c'est pour ça qu'il est important, les mots ont leur importance dans cette chose-là. Et je regrette parfois qu'en France notamment, il y a une approche très émotionnelle de la chose, on appelle ça toujours terroriste, on essaye toujours de qualifier les choses. On essaye toujours non pas de les qualifier pour les résoudre, mais de les qualifier pour d'une certaine manière pénalisé. Alors, de nouveau, comprenez-moi bien, un criminel doit être puni. C'est tout à fait évident. Donc on revient pas là-dessus. En revanche, pour traiter le problème, et surtout le traiter en amont, parce que le terrorisme, dans la plupart des pays, on le traite en aval. C'est-à-dire, on le traite au moment où on a des signes qui pourraient se passer. Alors qu'en réalité, on devrait anticiper les choses, voir qu'est-ce qui conduit les gens à faire du... Et ça, c'est la tâche du renseignement stratégique. Le problème, c'est qu'en Europe, et depuis le début des années 2000, aussi aux États-Unis, le renseignement est devenu une affaire de police, en quelque sorte. On réfléchit le renseignement en termes de police. Alors qu'en réalité, il y a plusieurs phases dans le renseignement. La première, c'est stratégique. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose, qu'on prend une décision politique, qu'elle soit politique intérieure ou politique extérieure, on devrait se dire, quelle va être la conséquence de ça? Comment est-ce que mon action politique va être reçue? Et à partir de là, on prend des mesures, on anticipe, parce qu'on arrive... Tous les actes terroristes de ces 20 dernières années étaient prévisibles. Tous, sans exception. Je ne peux pas vous dire, on n'aurait pas pu dire quand et où ils allaient se produire, mais on savait qu'ils allaient se produire. Et d'ailleurs, on a de nombreux rapports des services de renseignement britanniques, américains, qui mettent en garde. C'est d'ailleurs assez amusant, non, c'est en fait tragique, de voir que les politiciens n'écoutent pas leurs services de renseignement. Parce qu'on sait qu'il y a certaines actions qui déclenchent du terrorisme. Et on a des rapports très circonstanciés qui ont été faits, comme je l'ai dit, en Grande-Bretagne, par exemple, où on sait que telles actions politiques ont une forte propension à créer du terrorisme. Donc là, il y a une manière d'aborder le problème en amont qu'on a à peu près totalement évacué. On fait des politiques sans se préoccuper des conséquences qu'elles auront, puis après, on pense que le terrorisme est un phénomène inéluctable. Il n'est pas inéluctable. Il n'y a aucun acte terroriste, criminel, ce que vous voulez, qui soit sans raison. Ça peut être des raisons qui nous dépassent, qui sont exacerbées. Enfin, j'entends l'affaire Samuel Paty. On se rend bien compte que ce qui s'est passé, le crime n'est pas en relation avec la faute, si je peux dire ça comme ça, si vous me passez l'expression. Mais voilà, c'est des choses on sait que ça peut se passer, et d'ailleurs, dans l'affaire Samuel Paty, il y a beaucoup de gens qui ont évoqué, par exemple, la question de la laïcité à l'école, et puis parce que ça concerne aussi les professeurs. C'est un phénomène. Donc, ça n'excuse pas le crime. Hein. Oui. Alors, ce que vous dites, c'est qu'il y a un problème de définition. Et d'ailleurs, ça a été au cœur de l'actualité, la définition de l'organisation du Hamas, sa branche armée, résistance palestinienne ou terrorisme. À quel moment une organisation qui commet des actes terroristes, qui a une méthode terroriste, comme vous dites, rentre dans cette classification terroriste?
Alors, le Hamas, moi j'ai fait une encyclopédie des mouvements terroristes et dans lequel se trouve le Hamas. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est pas un mouvement terroriste. Mais, oui. vous voyez, quand vous avez... Il y a eu cette affaire avec Madame Obono et le journaliste Bourdin. Oui, Jean-Jacques Bourdin, oui. Et c'est là où on devrait être plus... il faut voir les choses avec un peu plus de discernement. La question qui a été posée par M. Bourdin était à Mme Obono, c'est de savoir si elle considérait le Hamas comme un mouvement de résistance ou un mouvement terroriste. En fait, c'est sans doute les deux. C'est ça l'idée. Voilà, cette question-là, c'est une vieille question dans les services de renseignement. Mais en réalité, c'est un sophisme. Parce que quand vous posez la question, est-ce que c'est un mouvement de résistance, vous posez la question par rapport à la finalité du mouvement. Quand vous demandez est-ce que c'est un mouvement terroriste, vous posez votre question par rapport à la méthode. Voyez? Donc, vous pouvez très bien avoir la finalité de résistance, mais utiliser le terrorisme pour y parvenir. Les deux ne sont pas exclusifs. Et c'est ça qui est là on est dans la création de polémiques en réalité. Oui, bien sûr, on est dans un moment médiatique extrêmement tendu où on cherche. Mais il est plus grave que ça. Pièges, Il est plus grave que ça. Dans un pays comme la France, qu'on le veuille ou non, qu'on le déplore ou non, mais qui a des sensibilités avec la présence musulmane en France, il y a des sensibilités. De nouveau, il ne m'appartient pas ici de juger si ces sensibilités sont pertinentes ou pas, mais elles sont là. Il y a des sensibilités, il y a des gens qui ont une compassion pour les Palestiniens, et voilà. Et je pense qu'il faut leur laisser ce droit, comme d'autres ont de la compassion pour les Israéliens. Chacun a son cœur qui penche d'un côté ou de l'autre, et je pense qu'il est légitime pour les uns et pour les autres d'avoir cette compassion. Mais il ne faut pas jouer avec ça. Il faut tenir, ça existe. Et il faut en tenir compte et ne pas exacerber ces phénomènes-là. Et c'est un petit peu ce que M. Bourdin a fait en posant une question qui était finalement, en réalité, un piège. Et on l'a vu par la suite. Alors, ce qui est en plus que je trouve assez ironique, c'est que Madame Obono, sauf erreur, il y a eu une plainte déposée contre elle parce que elle voyait le Hamas comme mouvement de résistance. Alors, le Hamas est un mouvement qui a pratiqué le terrorisme, qui le pratique aussi par moments. Mais pas toujours, ça il faut le dire. Il y a des partis, l'OLP a aussi utilisé, le Fatah par exemple, a aussi été un mouvement terroriste à un moment, il ne l'est plus. Vous aviez, il y a quantité de, l'Irgun, Israël est issu de ces mouvements Haganah, Lehi, Irgun. Les attentats contre les Britanniques. Ouais. Et les attentats contre les Britanniques. Justement, la finalité était l'indépendance. La finalité était l'indépendance, mais la méthode était terroriste aussi. Oui. Donc, vous comprenez, c'est là où il faut pas entrer dans les politiciens font de la politique. Malheureusement, je pense pas qu'ils contribuent à la solution du problème. Ils font partie du problème. Quand on regarde ça d'un côté plus technique du service de renseignement, alors on fait la distinction entre les choses. Et je pense que dans une situation aussi tragique que celle qu'on vit actuellement, enfin que vivent les Israéliens d'une part et les Palestiniens d'autre part, il faut pas l'oublier, on est dans des situations qui sont évidemment émotionnellement extrêmement fortes. Et je dis toujours, quand nous, en Europe, nous avons le privilège d'être en dehors du conflit, avec les sentiments qu'on puisse avoir pour l'un et l'autre des parties, eh bien, il faut utiliser la distance qu'on a avec le conflit pour essayer de calmer les choses et pas importer, si vous voulez, l'émotion et la passion chez nous. François Bousquet.
Vous avez raison, Jacques Beau. Il faut pas se laisser enfermer dans ce piège sémantique, dans ce piège émotionnel, hein, qui nous sommes de rallier un camp, et si on le rallie pas, d'être complice de l'autre, de part et d'autre. Hein. La thèse centrale de votre livre, Vaincre le terrorisme djihadiste, enfin, en tout cas, le point de départ, hein, c'est qu'on est confronté à un échec majeur, à un échec massif dans la gestion du terrorisme. Baudouin le rappelait tout à l'heure. Hein. Je redonne les chiffres. 500 attentats il y a 30 ans. Aujourd'hui, 15 000 attentats, 350 morts il y a 30 ans. Aujourd'hui, 35 000 morts. Donc on est face à un emballement du phénomène terroriste. Pourquoi il prospère? Vous le dites, hein, parce qu'on ne veut pas l'analyser pour ce qu'il est. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le phénomène de la guerre asymétrique? Parce que là, dans le cas du Hamas et d'Israël, on est au cœur de cette asymétrie du faible au fort. Hein. Tout à fait. C'est pas du. Alors, le faible au fort, ce serait une dissymétrie. L'asymétrie, c'est un peu différent. Je le définis d'ailleurs dans mon livre, l'asymétrie, c'est lorsque votre stratégie favorise votre ennemi. La stratégie que vous utilisez favorise votre ennemi. Typiquement, on l'a dit plusieurs fois, à l'occasion de l'opération Barkhane, par exemple, c'est les militaires français qui disaient « on en tue un, il en sort 10 ». Là, on est dans un phénomène asymétrique. C'est-à-dire que votre stratégie qui est d'éliminer des terroristes, en fait, elle n'a pas comme effet de les éliminer, mais elle a l'effet de les faire multiplier. Et on est exactement dans ce phénomène-là depuis 75 ans en Israël, en réalité. Et c'est fait sur une des raisons, il y a de multiples raisons et différentes formes de l'asymétrie. Mais une des raisons de la symétrie, notamment au Moyen-Orient, on le trouve dans le logiciel musulman, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire que pour eux, la victoire n'est pas liée à la destruction de l'ennemi, mais elle est liée au fait de résister. Et donc, tant que vous résistez, vous êtes victorieux. C'est pour ça que il y avait cette couverture de The Economist en 2006, où on voyait un Libanais sur le fond d'une ville totalement détruite, je ne sais pas quelle ville c'était, mais complètement détruite. Et puis le titre qui était en couverture, c'était « Nasrallah wins the war ». Donc, c'est-à-dire Nasrallah gagne la guerre. Et c'est exactement cet esprit-là, parce que on gagne la guerre non pas parce qu'on est plus faible, mais parce qu'on a la volonté de résister. Et c'est en fait exactement ce qui anime les Palestiniens depuis 75 ans. Ils sont plus faibles que les Israéliens. Les Afghans, et en fait, à chaque fois... Chaque fois, c'est la même chose. Ouais. C'est des gens qui, tant qu'ils résistent, et d'ailleurs, j'ai de nombreuses citations dans mon livre, donc c'est pas une invention de ma part, le fait de résister signifie que vous êtes gagnant. La défaite, c'est l'abandon de la volonté de se battre. C'est comme ça qu'ils le voient. Donc on est sur des longueurs d'onde un peu différentes de part et d'autre. Et c'est comme ça que, en réalité, les techniques, les tactiques et les stratégies, j'ose à peine le dire parce qu'on n'a pas vraiment eu de stratégie pour lutter contre le terrorisme, mais notre manière de combattre le terrorisme n'a fait que l'amplifier parce qu'on a en face de nous un adversaire qui a une logique différente. Oui. Mais tenons-nous-en au mot, vous parlez de tactique et de stratégie, dans le cas israélien, mais dans le cas afghan, dans le cas irakien, dans le cas syrien, vous dites des Israéliens, mais ça vaut des Américains peut-être aussi, qu'ils sont tactiquement très forts, hein. C'est-à-dire que sur un plan opérationnel, leurs soldats, leur armement, etc., est efficace. Hein. Le problème, c'est la stratégie. Tout à fait. Et c'est vous avez parfaitement raison de le relever, je le mentionne dans mon livre, et d'ailleurs, c'est un phénomène qu'on retrouve d'ailleurs avec l'Ukraine, où on a de nouveau des guerres qu'on combat au niveau tactique, mais sans réellement avoir de stratégie dans laquelle cette tactique s'insère. Et par conséquent, finalement, on tue des gens, mais on résout pas le problème. Et je dirais même plus loin, on tue des gens, mais on amplifie le problème chaque fois. Et donc, il y a une... Vous voyez, quand vous regardez l'exemple du Hamas, là j'ai vu récemment une statistique de l'Office de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, qui montrait qu'entre 2008 et septembre de cette année, donc avant les événements du 7 octobre, il y avait les Palestiniens avaient souffert plus de 6000 morts.
Du côté israélien, les Israéliens ont souffert 300, un peu plus, 308 morts, sauf erreur. Donc il y a un rapport de 1 à 20. Et on voit qu'ils n'ont pas résolu le problème. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la presse israélienne s'est posé cette question. On a des articles très intéressants. La presse israélienne, comme d'ailleurs la presse ukrainienne, est souvent beaucoup plus critique sur ce qui se passe dans leur pays que nous le sommes, malgré notre distance du conflit. Et dans la presse israélienne, les gens disaient, mais alors on fait, en gros, depuis que Gaza a été, libéré, disons ça comme ça, en 2005, 2006, il y a eu 15 opérations majeures menées par les Israéliens sur cette bande de Gaza. Et le journaliste disait, on fait à peu près une opération par année, mais on résout pas le problème. Et donc, effectivement... Pardon ? On l'amplifie même parce que vous donnez un autre chiffre pour montrer les ordres de grandeur, c'est la destruction des habitations palestiniennes par Tsahal. Je donne le chiffre parce qu'il est frappant, il est énorme. De 67 à 2019, dites-vous, et c'est sourcé, il y a eu 49 707 destructions d'habitations au prétexte qu'elles abritaient des combattants du Hamas. Or, vous dites que ces combattants étaient dans les souterrains, étaient ailleurs. On a donc frappé des familles, on les a endeuillés. Et on a fabriqué des orphelins qui vont devenir des soldats du Hamas. Alors ça, c'est une chose, mais aussi une autre chose. Vous voyez, le Hamas, c'est une organisation qui est un peu plus complexe que ce qu'on se représente en Occident. C'est-à-dire qu'il y a une branche militaire qui combat, et il y a des branches, j'allais dire, sociologiques ou sociales. C'est-à-dire que vous avez carrément un système de sécurité sociale qui a été établi. Le Hezbollah fait exactement la même chose d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez la politique des Israéliens a été pendant un moment, ils ont par intermittence adopté cette tactique. Mais bref, quand ils arrêtaient un militant du Hamas, il détruisait automatiquement la maison de la famille. Jacques Baud, je suis désolé, on va vous interrompre, on y revient dans un instant, oui, parce qu'il est 9h et c'est le moment de faire un point sur l'actualité. Vue de haut. Et nous sommes avec Jacques Baud, ancien colonel de l'armée suisse et géopolitologue, pour son livre Vaincre le terrorisme djihadiste. Alors Jacques Baud, je vous ai interrompu. Vous évoquiez l'armée israélienne dans sa tentative de combattre le Hamas, qui en détruisant des positions militaires du Hamas, l'accompagnait par une destruction de positions d'infrastructures civiles. Oui. Alors, c'est-à-dire que quand l'armée capturait ou capture un militant du Hamas, elle détruisait la maison de la famille. C'est un peu pour décourager les familles de soutenir des combattants du Hamas d'une certaine manière. Mais la famille n'était pas nécessairement membre du Hamas ou même en accord avec ce que faisait le militant en question. Ce qui se passe, c'est que quand vous détruisez la maison, la famille n'a plus de maison. Et lorsque la branche sociale du Hamas prend la relève, et vient reconstruire la maison. Donc, du coup, on a créé, si vous voulez, on a mis la famille, on a poussé la famille dans les bras du Hamas, d'une certaine manière. Donc, il y a des stratégies comme ça qui ont l'air a priori intéressantes, mais qui en réalité sont de nature asymétrique parce qu'elles amplifient l'audience du Hamas que on voudrait précisément réduire. Et donc, c'est valable pour le Hamas, c'est valable pour d'autres également d'ailleurs. Mais ça montre que la manière dont on combat le terrorisme doit se faire avec beaucoup de subtilité et probablement en anticipant davantage ce que font les mouvements. Et puis, en définitive, n'est-ce pas, on l'a évoqué tout à l'heure, Israël est né du terrorisme, le Fatah est issu du terrorisme aujourd'hui, il est devenu un interlocuteur politique. Donc, je pense qu'il y a un moment, il faut sortir des condamnations de ces choses-là pour essayer d'aborder une phase plus apaisée et puis commencer à parler. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit on revient sur le Moyen-Orient. Depuis 75 ans, on n'a jamais vraiment encourager le dialogue. Et chaque fois qu'il y a eu du dialogue, on l'a d'une manière ou d'une autre, on l'a écourté, on l'a un peu saboté, de part et d'autre d'ailleurs.
Et je rappelle que pour cet entretien, nous sommes en compagnie de François Bousquet. Vous êtes directeur de la revue Éléments, François. Oui, exact. Oui, de part et d'autre, vous avez raison. On le voit par l'attaque du Hamas, là, du 7 octobre. Hein. Comment l'expliquez-vous, puisque vous, en tant qu'analyste, et vous le dites dans le livre contre le terrorisme djihadiste, hein, le Hamas cherchait à convaincre l'opinion publique mondiale en se livrant à des attaques moins spectaculaires, moins meurtrières. Et tout d'un coup, il y a un changement de stratégie, manifestement, puisque c'est l'attaque la plus violente, la plus frappante, la plus dramatique, la plus atroce, etc. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que c'est en raison de l'isolement des Palestiniens et des Iraniens au Moyen-Orient, du rapprochement d'Israël avec l'Arabie Saoudite? Non, je pense qu'il faut d'abord détacher l'Iran de cette affaire, parce que tout montre, et les services de renseignement américains ont, je pense, dit assez clairement que l'Iran n'est pas impliqué dans cette affaire. Mais du côté du Hamas, d'abord, il faut bien comprendre que on reçoit toujours qu'une partie de l'information. En réalité, depuis le début de cette année, vous avez des tensions à Gaza et à Jérusalem. À Gaza, le Qatar a réduit ses fonds pour le Hamas, et donc vous avez beaucoup de fonctionnaires du Hamas, parce qu'il y a une administration, hein, comme je l'ai dit, il y a une organisation combattante, il y a des organisations civiles aussi du Hamas, et ces fonctionnaires n'ont plus été payés. Et en plus de ça, vous avez eu des problèmes d'approvisionnement en eau et en nourriture cette année. Et vous avez eu donc des tensions qui étaient assez vives déjà à la frontière en mois de juin et disons pendant cet été. Et puis à ça s'est juxtaposé un autre problème. Et d'ailleurs c'est pas pour rien que l'opération du Hamas s'appelle Tempête d'Al-Aqsa, parce que vous avez eu évidemment, vous n'êtes pas sans ignorer qu'on a un gouvernement qui est d'extrême droite actuellement au pouvoir en Israël, et les militants ultra, on va les appeler ultra, ont pris d'assaut à plusieurs reprises l'esplanade des mosquées. Et les dernières fois, ça a été d'ailleurs au début octobre, hein, au tout début octobre. Et c'est sur cette base-là d'ailleurs que les médiateurs égyptiens ont constaté et ont annoncé, ont dit ça va exploser. En plus de ça, on a eu aussi durant cet été, on a eu une vague d'expulsion de personnes arabes d'habitation en Cisjordanie, avec des tensions très vives, dont on n'a pas parlé ici, mais qui a fait que, d'ailleurs, certains bataillons qui étaient chargés de la sécurisation de Gaza ont dû être envoyés en Cisjordanie pour rétablir l'ordre. Et vous avez, évidemment, dans le sillage du gouvernement israélien actuel, vous avez de très nombreux militants, on peut dire, qui ont vraiment pris leurs aises en Cisjordanie. Donc on a des tensions qui sont apparues depuis, je dirais, le début de l'année, mais plus précisément depuis mai jusqu'à fin septembre. On a des tensions qui sont montées un peu partout en Israël, en plus de ce qu'on a beaucoup évoqué, c'est-à-dire la résistance populaire israélienne par rapport aux modifications de la justice que voulait Benjamin Netanyahou. Donc, on a des tensions qui sont manifestées, et l'opération Tempête d'Al-Aqsa est finalement une réponse à ça. Les attaques répétées sur l'esplanade des mosquées a fait penser, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que de toute façon, attaque ou pas du Hamas, je pense que les Saoudiens n'auraient pas normalisé leurs relations avec Israël tant que ces problèmes avec l'esplanade des mosquées n'étaient pas réglés. Je vous rappelle que l'esplanade des mosquées et le rocher du Dôme, pour les Arabes, c'est le Haram al-Sharif, et c'est leur troisième lieu saint de l'islam. Et c'est donc très important pour eux. Et vous savez qu'il y a aussi des plans qui existent en Israël de reconstruire le temple de Salomon.
et qui pourrait affecter d'ailleurs le mont du Temple ou le Haram el-Sharif. Et c'est la raison pour laquelle les tensions sont si vives entre la communauté musulmane et la communauté israélienne. Et mon interprétation de l'attaque du 7 octobre, c'est que le Hamas, évidemment, comme vous l'avez très justement dit, rompt avec une stratégie qui était plutôt dans le renoncement aux affaires spectaculaires et aux attaques terroristes, et rompt avec cette stratégie. Probablement, mais de nouveau, je n'ai pas d'informations du Hamas, c'est une supposition de ma part, mais c'est ce qui me semble être le plus, le plus probable, c'est qu'ils ont voulu attirer le regard du monde sur une situation qui, pour eux, est sans issue. Parce qu'il faut voir que cette situation des Palestiniens, d'une manière générale, mais le Hamas, naturellement, il est dans la bande de Gaza, mais il se veut aussi le porteur des revendications de la Palestine. Et ils sont actuellement dans le coin de la pièce. Et il n'y a aucune perspective pour eux, il n'y a pas de négociation, il n'y a plus de négociation, il n'y a plus rien du tout. Ils reçoivent constamment, ils se font tirer dessus en permanence. Donc, si vous voulez, le seul moyen pour eux d'attirer l'intérêt des pays arabes est peut-être de provoquer une intervention des pays arabes, ce qui, si on regarde des événements, est peut-être pas un calcul si absurde, puisque on voit que les pays arabes se sont réunis, que les pays arabes ont commencé à manifester une certaine animosité contre les États-Unis, qui n'ont jamais vraiment respecté leur engagement pour une solution à deux États. Et donc, on voit que les pays arabes commencent un petit peu à se réveiller. Cette situation est favorisée par les conséquences de la guerre en Ukraine, qui a vu un Sud global, si vous me passez l'expression, un Sud global qui s'est un peu resserré, qui s'est un peu ressoudé, et qui donne aux Palestiniens l'espoir que peut-être il y a des perspectives. On a vu que l'Iran et l'Arabie Saoudite maintenant ont des relations diplomatiques, ce qui laisse entrevoir que on pourrait avoir un monde arabe qui, sans nécessairement aller attaquer Israël, parce que je ne le souhaite pas, mais qu'il puisse constituer une force politique en appui des Palestiniens. Parce qu'il faut avouer une chose, c'est que les Palestiniens, ces 40 dernières années, ont été très seuls. 30 dernières années, je dirais, après la mort du processus d'Oslo, les Palestiniens se sont trouvés orphelins, en quelque sorte. Plus personne ne les a vraiment aidés. On les a un peu laissés à leur sort, y compris d'ailleurs les pays arabes, qui n'ont pas beaucoup soutenu les Palestiniens, peut-être dans les paroles, mais pas au niveau diplomatique, etc. Pas dans les actes, oui. Pas dans les actes. Ouais. Si vous me permettez, Jacques, comme on le voit, vos analyses sont d'une grande liberté, qui nous change un petit peu de la doxa qu'on entend sur trop de plateaux de télévision. Je reviens au livre Vaincre le terrorisme islamiste, qui est, comme tous vos livres, très, très documenté, impressionnant, disons, par la somme de connaissances. Alors, permettez-moi une objection je reviens sur l'Europe, là, pour le coup, sur la question migratoire en Europe, puisque une de vos grilles d'analyse, c'est qu'il n'y a pas de djihadisme d'atmosphère, comme dirait Gilles Kepel, ou s'il y en a un, il est marginal, il est tacite, il est diffus. Il n'est pas délibéré, en tout cas. Et vous dites que le terrorisme en Europe n'est pas un sous-produit de l'immigration. Il me semble que cette analyse est un peu contestable. Alors, si vous me permettez, c'est que peut-être qu'il n'est peut-être pas un sous-produit de l'immigration, mais il est en tout cas un sous-produit des immigrés, puisque Mohamed Merah est né à Toulouse, les frères Kouachi sont nés à Paris, et non pas à Rabat, que sais-je. Abdeslam est né à Molenbeek, à Bruxelles. Donc, c'est peut-être pas un sous-produit de l'immigration, mais c'est de fait un sous-produit des immigrés, en tout cas de certains d'entre eux. Alors là, il faut être bien précis sur la manière dont je l'exprime. D'abord, je pense que nous avons eu des politiques d'immigration absolument lamentables ces 75 dernières années ou 60 dernières années en Europe, et je le déplore. Mais
Voyez, je le déplore, je souhaite que ça change. Enfin bref, je ne suis pas anti-immigration par principe, mais on voit bien que les choses sont totalement hors contrôle, on a fait venir des gens sans leur offrir des possibilités de travail, donc on les a condamnés si vous voulez, à vivre dans des économies parallèles, etc., d'une certaine manière. Donc on a absolument pas eu d'approche conséquente des politiques d'immigration. Et personnellement, je trouve que c'est déplorable et on ferait bien de faire marche arrière. Mais voilà, on va laisser ça de côté. Le fait est que nous avons une population immigrée. Maintenant, le fait est aussi que cette population immigrée, qu'on le veuille ou non, elle a ses sensibilités. Et on doit tenir compte de ces sensibilités. Vous voyez, l'affaire Mohamed Merah, je la considère comme très comparable, enfin plus liée, même si ça a été plus important en nombre de tués, etc., je la rattache au niveau analytique, si vous voulez, je la rattache davantage au crime de Monsieur Bertrand, ou des crimes comme il y a eu 2 jours 2 Suédois qui ont été tués à Bruxelles. C'est la même filiation. C'est-à-dire... Oui, venez-en au fait, Jacques Baud, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui, d'accord. Mohamed Merah, il a réagi tout simplement au fait que, en février 2012, le gouvernement français avait félicité le gouvernement israélien pour les mesures qu'il avait prises contre Gaza. Et vous voyez, qu'on soutienne Israël, alors j'ai absolument aucun problème avec ça. De nouveau, chacun est libre de le faire, y compris le gouvernement, il n'y a pas de problème avec ça. Cela peut avoir des conséquences. Mais il faut tenir compte des sensibilités de la population. Et si vous voulez le faire, il faut le faire à bas bruit, il faut le faire. Et d'ailleurs, on a un document, je le cite dans mon livre d'ailleurs, des services de renseignement britanniques, qui dit si on veut soutenir Israël, il faut le faire de la manière la plus discrète possible, parce que ça va générer du terrorisme. Et ça date de 2008, donc on le sait depuis très longtemps, cette affaire. Et donc, oui, c'est la population immigrée, parce qu'elle a une sensibilité différente, et il faut tenir compte de ces sensibilités. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir une politique favorable à Israël, ça n'empêche pas du tout, mais il faut le faire de la manière la plus, comment dire, j'allais dire acceptable possible. Merci Jacques Baud. Je suis désolé de vous interrompre, c'est passionnant et c'est aussi tout l'objet de votre livre Vaincre le terrorisme djihadiste. Merci beaucoup Jacques Baud d'avoir été avec nous et merci à vous François Bousquet, vous êtes directeur de la Nouvelle Librairie et de la revue Éléments.